Donc, pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas, je m'appelle Laetitia, je suis coach parental et j'accompagne donc les parents vers une vie plus sereine avec leurs enfants. Aujourd'hui, je reçois Anouchka pour nous parler d'épanouissement dans le couple. Est-ce que tu peux Bonjour. te présenter? Oui, bien sûr. Déjà, bonjour à tous. Je suis Anouchka, j'ai 26 ans. J'habite à Rouen. Je suis en couple et pacsée. Voilà, avec un homme qui s'appelle Rémi. De mon métier de formation, je suis responsable territoriale dans une association. Et voilà, j'aime beaucoup de choses. Je suis très intéressée par pas mal de sujets, notamment tout ce qui est spiritualité, développement personnel. J'aime beaucoup les différences culturelles aussi, parce que j'ai beaucoup voyagé et j'espère pouvoir à nouveau voyager. Ouais, attends. Voilà, quand on pourra. Mais Voyager à 10 kilomètres de chez toi en ce moment. c'est ça, grand voyage sur Rouen en plus, vraiment, ville que j'habite depuis 26 ans quasiment, grosse découverte. Mais voilà, je pense que c'est à peu près. Je remettrai le lien vers ton cercle de femmes si ça intéresse certaines pour le rejoindre. Et je mettrai aussi le lien vers ta page Instagram, donc dans la description de la vidéo tout à l'heure. J'ai complètement oublié, mais évidemment aussi, en effet, j'ai un projet qui démarre depuis peu de temps. J'ai pas beaucoup l'habitude de me présenter comme ça, encore moins en écran. Je suis bien plus à l'aise quand je vois les gens. Mais en effet, j'ai démarré un cercle de femmes il y a peu de temps. Le projet, je l'avais depuis août. Mais évidemment, confinement, couvre-feu, pandémie mondiale, évidemment, ça s'est décalé finalement le lancement. Et là, donc, ça fait plus quelques mois. On va faire notre troisième cercle en présentiel en avril. Donc, évidemment, avec les distances, on fait très attention à ne pas être trop, c'est une grande pièce, etc. Mais voilà, et j'ai ouvert en fait ce groupe, pas uniquement aux personnes de Rouen, aux personnes d'un peu partout, et pour pouvoir aussi animer des cercles à distance, etc. Je me suis rendu compte qu'avec la pandémie, il y a quand même beaucoup de personnes qui ont besoin d'échanger. Mm. Et voilà, alors pourquoi diviser les hommes et les femmes? Je ne sais pas. C'est ce qui m'attirait le plus. J'avais envie d'un endroit où on puisse discuter de problématiques qui touchent plus les femmes dans sa globalité, hein, dans la féminité au sens large du terme. Mais voilà, c'est nouveau, mais en tout cas, on est déjà 250 et c'est très chouette. Ah, super. Alors, pour en revenir à notre sujet, donc l'épanouissement dans le couple. Alors, d'après toi, quelles sont les 5 erreurs que qu'on fait souvent et qui nuisent justement à l'épanouissement de notre couple? Alors, 5 erreurs à ne pas faire, du coup, mais qu'on fait quand même beaucoup. La première, je dirais que c'est négliger le temps qu'on prend pour soi. Euh, je vais Alors, donner on un court exemple tout toujours après le simple. temps, de toute façon. C'est ça, exactement. Mais c'est vrai que, et encore, je n'ai pas d'enfants, donc j'imagine que c'est encore pire de trouver du temps quand on a des enfants. Mais en fait, moi, je suis quelqu'un de très indépendante. J'ai toujours été très indépendante. J'adore être seule, j'adore voyager seule. Voilà, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et pourtant, en fait, par exemple, avec la pandémie, là, en ce moment, j'ai passé beaucoup de temps à deux, donc avec Rémi. Et on s'entend extrêmement bien, c'est pas ça le problème, c'est qu'on a créé une dépendance émotionnelle qui fait que quand il s'en va une journée pour le travail, mais je suis un peu perdue. Je me rends compte que j'ai perdu cette indépendance parce qu'on a passé tellement de temps ensemble ces dernières semaines, mois, qu'en fait, quand je ne sais pas où il est, ce qu'il fait, etc., je commence à me dire, mais est-ce qu'il pense à moi? Est-ce qu'il fait la même chose que moi? Est-ce qu'il est heureux? Est-ce qu'il m'aime encore? Pourquoi il est parti? Enfin, et je alors qu'il n'y a vraiment aucune raison de s'inquiéter. Enfin, en tout cas, notre couple ne bat pas du tout de l'aile, donc j'ai pas du tout de raison de paniquer comme ça. Mais en fait, plus on passe du temps avec quelqu'un,
plus c'est difficile de prendre du recul. Donc, plus on crée de la dépendance et donc forcément, l'épanouissement se perd complètement. Donc, l'idée, c'est vraiment de prendre du temps pour soi, de pouvoir se poser et se rappeler qui on est. Le couple, pour moi, c'est pas une personne plus une personne égale 2, c'est pas 1 plus 1 égale 2, c'est vraiment 1 plus 1 égale 3, c'est-à-dire on reste des individus qui créent une unité, mais en dehors de ces individus-là. C'est-à-dire que mon conjoint, il reste mon conjoint, une personne à part entière, moi, je reste une personne à part entière, et quand on est ensemble, on crée quelque chose, mais ensemble. Et si on n'a pas de temps séparé, on oublie un petit peu ce point-là. Donc ça, c'est le premier truc, je dirais, négliger le temps pour soi. J'avais vu, alors je ne sais plus où, je ne sais plus la source, mais qui disait que il ne faut pas se sentir comme la moitié de l'autre. Tu vois, on dit ma moitié, tu sais, quand on parle de notre compagnon ou notre compagne. Mais en fait, on n'est pas la moitié de quelqu'un d'autre qui nous compléterait. On est bien deux individus qui passent du temps ensemble, mais deux individus séparés et pas, ils ne nous complètent pas en fait. Il ne vient pas, on est nous-mêmes entières et entiers. On est nous-mêmes entières et entiers, et c'est pas, il va pas compléter quelque chose en nous qui serait vide et qu'on aurait besoin de sa présence. Exactement. C'est pour ça que pour moi, c'était hyper important, avant de me mettre en couple, d'avoir un temps seul pour pouvoir me construire seule. Je pense que c'est hyper important et c'est un des points aussi qui vient après, donc ça fait une très belle transition, c'est se connaître. Se connaître soi pour connaître ses besoins, pour connaître sa façon d'être, pour connaître ce que l'on aime, ce que l'on n'aime pas, pour éviter de s'oublier dans le couple. C'est tellement facile, une fois qu'on a la sécurité émotionnelle, de s'oublier et de n'être que 1 à 2 finalement. Et en fait, quand on ne se connaît pas, on ne sait pas ce qui est important pour nous. Donc, on ne peut pas répondre. C'est un peu aussi ce qui se passe quand on devient parent et tout. En fait, on se rend compte que nous, on va faire d'abord le plus urgent. Le plus urgent, comme on a un petit enfant qui est dépendant totalement de nous, il ne peut pas se débrouiller tout seul. Donc, c'est lui qui passe en priorité. Et donc, du coup, nous, on se met après, au point de zapper cette ligne-là, en fait, de plus se concentrer du tout sur cette partie-là. Et alors que finalement, c'est le point central. Je répète souvent aux mamans qui me disent qu'ils perdent contrôle, qu'ils crient, qu'ils n'en peuvent plus, que en fait, la plupart du temps, elles ont oublié cette partie-là, cette partie de mes besoins et se reconnecter à soi et ses besoins. Et c'est vraiment la base, qu'on soit en couple ou en famille ou peu importe, mais cette base-là. Et ce qui est drôle, tout à l'heure, tu disais que ça doit être plus dur. Tu t'imagines que c'est encore plus difficile de trouver du temps quand on est parent et tout ça. J'ai jamais consacré autant de temps à moi et ce qui me plaît maintenant, en fait. J'ai 2 enfants et en fait, c'est le travail que j'ai fait depuis maintenant 1 an en développement personnel et en prise de conscience justement de chercher mes besoins, ce qui me satisfait et tout ça. Et du coup, j'ai totalement changé ma façon de faire. Et même avant, quand j'avais pas d'enfant, j'étais en couple, mais j'avais pas d'enfant, je ne passais pas autant de temps qualitatif avec moi-même. Temps avec moi-même, ça fait un peu bizarre. Mais voilà, qualitatif avec moi-même, tu vois. Je me posais pas assez de questions sur qu'est-ce qui me ferait plaisir là que je pourrais faire pour me faire plaisir. Le temps filé, il y avait le travail, le couple, le quotidien. Et je prenais pas le temps de chercher ce qui me ferait vraiment plaisir, même des petites actions. J'avais pas ce réflexe de chercher ce qui pourrait me faire plaisir. Mais c'est assez nouveau, j'ai l'impression, cette démarche d'apprendre à se connaître, de réaliser qu'on est la seule personne au monde avec qui on est sûr de passer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à un moment, on ne peut pas sortir de nous. Donc forcément, il vaut mieux qu'on s'entende bien et qu'on ait une bonne relation avec qui on est. Et je trouve que c'est hyper important de ne pas négliger ça, le temps qu'on investit en nous, en fait, en se connaissant, dans nos besoins, dans nos attentes. En tout cas, pour moi, c'est vraiment un truc hyper important parce que, tu vois, de se rappeler qui on était le jour où on a rencontré son partenaire ou sa partenaire.
se rappeler déjà qui nous on était et ce qu'on aimait faire. Donc ça, c'est déjà un bon point de départ pour savoir ce qu'on peut faire quand on est à deux et savoir qui l'autre était aussi, parce que ça permet aussi, du coup, ça c'était mon troisième point, de ne pas avoir d'attentes irréalistes envers son conjoint. Alors moi, je vais parler sur un couple hétéro parce que c'est ce que je connais, mais voilà, de ne pas avoir d'attente envers son conjoint. Je sais que c'est quelque chose qu'on entend beaucoup, de pas voilà, de pas avoir d'attente en général, mais en vrai, ce qui est hyper important, c'est surtout que ces attentes qu'on va avoir, elles vont créer de la frustration et des reproches. Et ça, c'est le plus difficile. Quand on rencontre quelqu'un, on l'aime pour qui il est ou qui elle est, et on va accepter dans sa globalité. Le problème, c'est qu'au fur et à mesure, quand on vit avec cette personne, etc., on commence à créer à voir les petits côtés qui nous agacent, les petites choses qui finalement ne sont plus si mignonnes. Et je crois que c'est Florence Foresti qui le disait très bien dans un sketch. Je me fait mourir de rire à ce moment-là, mais vraiment, voilà, en fait, tout ce qu'on trouvait tout mignon au début va finir par nous agacer. Et ça, c'est parce qu'on avait des attentes au début en se disant « Ah, c'est vraiment trop mignon comment il ne parle jamais, j'adore ». Et en fait, on va se rendre compte que non, on n'adore pas, mais ça nous énerve au fur et à mesure parce que, mais pourquoi tu ne dis rien? Pourquoi tu parles jamais? Alors que moi, je parle tout le temps, pourquoi toi, tu n'as jamais rien à dire? Donc voilà, donc les attentes vont créer en fait ce type de reproche. Et en fait, au final, on va chercher à coacher son partenaire, à lui dire mais je comprends pas, moi je fonctionne mieux comme ça, pourquoi toi c'est pas le cas? Pourquoi si moi je suis à l'aise avec les gens, pourquoi toi tu ne l'es pas? Et des fois l'autre n'a même pas conscience des attentes qu'on a envers lui, parce qu'encore qu'on les exprime, oui, mais des fois on n'exprime même pas nos attentes. Pour nous c'est sûr, c'est obligatoire. Tu dois me dire, oui, bien sûr, tu m'aimes. Par apprendre. C'est tout à fait ça. Enfin, en fait, c'est vraiment ce que nous, on arrive tellement en tant qu'humain dans un couple, on se dit, l'autre doit finalement fonctionner de la même manière. Parce que moi, mon environnement, je veux qu'il ressemble à ça. Je veux que les murs soient tout blancs, que mon canapé soit rose. Voilà. Et en fait, quand tu vis avec quelqu'un, forcément, tu es confronté à des façons de penser différentes, à des façons de faire différentes. Et c'est ce qui demande le plus de remise en question, de recul aussi. Personnellement, c'est pareil, je vais encore parler de mon expérience, mais Rémi, donc mon conjoint, c'est l'opposé entier de moi. Je suis quelqu'un de très sociable, je réagis très vite à certaines choses, j'aime beaucoup les gens, ça ne me dérange pas du tout de parler à des inconnus, j'adore l'échange, j'adore les humains, voilà, c'est ma passion, vraiment. Lui a beaucoup plus besoin de temps, de réflexion, il est beaucoup plus en retrait, il est dans l'écoute, dans l'observation, etc. C'est ce qui m'a séduit chez lui, vraiment. Et je me suis retrouvée à certains moments à lui dire « Mais pourquoi tu ne vas pas parler à cette personne? Mais vas-y !» Et en fait, je me suis rendu compte que je ne comprenais pas pourquoi il n'était pas comme moi, alors que c'est ce qui me plaisait. Je me disais, mais pourquoi pour moi, c'est si facile de parler aux gens? Pourquoi ce n'est pas si facile pour lui? Et il m'a fallu, en fait, un petit peu de temps quand même pour me rendre compte qu'on avait un schéma de pensée et une façon de penser, mais surtout complètement différente. Et une fois que j'ai compris ça, une fois que j'ai compris qu'en fait, on n'était pas du tout les mêmes personnes et j'ai plus eu d'attente. Je m'attendais plus à ce qu'ils réagissent comme moi. Alors, parfois, c'est frustrant parce que je ne comprends pas pourquoi il réagit ou comment il réagit ou comment il va réagir. Mais je sais qu'il ne faut pas que je m'attende à ce qu'ils réagissent comme moi à une chose. Enfin, exemple tout bête, si on lance un projet à deux, dans les 12 secondes qui suivent, j'ai déjà un plan d'action, un agenda, un calendrier, des personnes de contacter, voilà. Alors que lui, il va encore être en train de réfléchir à le projet, ok, en quoi ça consiste, etc. Donc il faut nous on cherche pas à s'équilibrer, pas du tout. On cherche à se compléter. Il a les forces de mes faiblesses.
Et Parce ça, que vous fonctionnez totalement différent. Tu pourrais aussi être quelqu'un qui fonctionne, comme toi. Moi, ça m'a fait sourire parce que il y a pas très longtemps, il y a quelques mois, j'écoutais quelqu'un parler justement de mode de fonctionnement. Et bon, ça avait rien à voir avec le développement plus personnel, c'était sur la créativité. Mais elle a pris un exemple de la vie de tous les jours pour expliquer comment on est différent. Et ça m'a fait rire parce que je m'étais pas rendu compte. Alors quand je pars en vacances, donc je vais faire ma valise. Donc nous on est 4. Donc je fais une liste de ce que je dois prendre. Voilà, on part 5 jours. Il nous faut tant de change. S'il n'y a pas de quoi le faire à la lessive, hop, je prends autant de vêtements, machin. Et je fais la liste de tout ce qu'il faut prendre. Et je dis à mon mari, faut que tu fasses ta valise parce que je sais pas ce qu'il veut. Déjà, il va la faire. Par exemple, il le faut le vendredi soir. J'ai de la chance s'il le fait jeudi soir. Sinon, plutôt le vendredi soir, en fait. Et il va prendre des trucs improbables. On va aller dans le sud, il va prendre 2 jeans, on ne sait pas pourquoi. Il va faire trop chaud. Il va prendre, je sais pas, un boxer de plus. Je ne sais pas. À chaque fois, je lui dis, t'as peur de faire pipi sur toi parce que je sais pas. On va partir 5 jours et va prendre 6 boxers. Assez de chaussettes et après il va prendre plein de trucs pour moi inutiles et à chaque fois la dernière fois je lui ai fait carrément une liste de ce qu'il devait prendre, il n'y avait plus qu'à sélectionner les styles de ce qu'il voulait parce qu'à chaque fois on se retrouve avec trop de vêtements, la moitié de sa valise n'est même pas utilisée et il prend comme ça. Et pour moi c'était un peu un défaut entre guillemets, tu vois, qu'il savait pas faire. Et dans ce live cette personne elle explique, elle dit bah moi quand je prends une valise, et là elle décrit exactement ce que fait mon mari. Et j'ai quoi? Ce serait une façon de fonctionner? Non, tout le monde ne prend pas une liste pour faire une valise. Et là, j'ai découvert que c'était totalement une façon de fonctionner. Des gens qui sont comme ça, moins organisés. Donc, c'était par rapport à l'organisation et qui sont moins organisés et qui vont avoir du mal. Voilà, pourquoi ils prennent plein de choses parce qu'il y a du mal à faire des choix et tout, alors que pour moi, c'est logique. Et donc, du coup, c'est totalement... j'ai découvert qu'il y avait une partie de la population qui fonctionnait tout à fait comme ça. Donc, ce n'était pas lui qui était bizarre et défectueux, entre guillemets. C'était une façon de fonctionner qui était différente de la mienne, tout simplement. Et que ça ne servait à rien que je lui dise 20 fois va faire ta valise. De toute façon, elle sera toujours faite comme ça, sauf s'il a une structure pour organiser, tu vois. Mais... Et donc, c'était drôle d'un petit exemple comme ça, de me rendre compte qu'en fait, sans le vouloir, parce que je voulais pas lui imposer de fonctionner comme ça, mais sans le vouloir, je voulais un peu le réparer. Tu vois ce que je veux dire? Je voulais l'aider en fait, alors que lui, c'est sa façon de fonctionner, c'est pas. Mais c'est ça, en plus, tu as vraiment l'impression de l'aider, de le faire pour lui et en lui rendant service. Par contre, lui répéter tous les jours, tu fais ta valise, il n'avait pas l'impression que ça l'aide. Voilà, exactement. C'est ça. C'est que c'est toi qui as l'impression de lui rendre service. Il n'a pas vécu ça. Il n'a pas vécu ça comme une aide. C'est ça. Et là encore, ça va pour une valise. J'ai envie de dire, bon, ça reste agréable, mais je sais que nous, on a des modes de façon différents. Des modes de fonctionner différentes quand on se dispute, c'est-à-dire ou qu'on débat. Si on débat, on ne peut plus débattre, c'est impossible. C'est proscrit à la maison parce que je vais réfléchir très vite avec des arguments moi je sais déjà où je veux aller et lui, il va avoir une façon de penser complètement différente, ce qui fait qu'il a besoin de plus de temps de réflexion parce qu'il le visualise différent dans sa tête. Ce qui fait que quand on se dispute, évidemment, j'ai toujours raison. Mais parce que si on se redispute, qu'on fait une pause de 2 heures et qu'on revient, au final, je me rends compte que c'est moi qui avais tort. Mais j'ai la faculté de réfléchir plus vite, donc forcément, voilà. Et dans ces cas-là, moi, je suis frustrée de me dire, mais pourquoi tu t'exprimes pas pourquoi t'exprimes pas clairement? C'est si simple de s'exprimer et de dire sa pensée. Et il a fallu quand même pas mal de temps et pas mal de disputes pour que je me rende compte il ne fallait pas que je m'attende à un résultat tout de suite. C'était pas possible pour lui. C'est pas possible pour lui d'avoir ce type de conversation. Mais je trouve ça assez difficile et ça peut mener par exemple aux disputes et tout ça. Mais je trouve ça assez difficile de se rendre compte à quel point
Pourtant, on le sait qu'on est tous différents. Mais à quel point le fonctionnement est très différent. Voilà. Donc, mon mari, non, lui, il répond tout de suite. Mais c'est un bavard. Mais le fonctionnement est totalement différent. Et je trouve ça intéressant de se pencher sur justement comment l'autre fonctionne. Parce qu'on va pas communiquer pareil et on va pas avoir on va pas avoir les mêmes attentes parce qu'on sait comment ils fonctionnent, que c'est pas possible. Et c'est pareil avec les enfants. Là, mes enfants sont des cobayes. Je fais des tests. Je fais des tests justement. J'ai les enfants qui sont, mon fils serait comme ton mari et ma fille comme toi. Et donc ils sont totalement opposés. Et donc, tu vois, le fonctionnement, alors j'essaye de voir un peu les différences de fonctionnement justement par rapport à ce que j'ai repéré chez eux, et ils n'ont pas du tout les mêmes attentes et les mêmes besoins. Et c'est pareil quand on est adulte, on n'a pas les mêmes attentes, les mêmes besoins. Donc nous, on va vouloir combler peut-être le besoin de notre mari parce que nous, on a ce besoin-là. Parce que nous, voilà. Alors qu'en fait, lui, il n'a pas besoin du tout de ça. Complètement. Il n'a pas besoin du tout de ça. Et nous, on va plutôt essayer de ce qu'on se connaît, en fait, au lieu d'essayer de se baser sur comment l'autre fonctionne. Mais je trouve ça hyper dur. C'est difficile et ça demande beaucoup de bienveillance. Et moi, c'est un mot que j'adore. Alors là, le mot bienveillance, je peux le ressortir dans toutes les situations parce que pour moi, c'est vraiment la valeur la plus importante pour moi. Parce que la bienveillance, c'est vraiment s'assurer que l'autre soit dans de bonnes conditions et créer un environnement sain, sécurisant et un endroit où il peut s'épanouir. Donc, à partir du moment où tu es dans une démarche bienveillante, tu vas forcément faire en sorte déjà que toi, tu te sentes bien, mais que l'autre se sente bien aussi. Mais pour ça, il faut accepter de renoncer à quelque chose de très difficile qui est avoir raison. Et ça demande un self-control et vraiment un travail sur soi, en tout cas pour moi, très important. Le fait d'avoir raison. Mais c'est aussi parce qu'on souvent dans l'interaction, on se met tout de suite en mode pas attaque, mais presque, tu vois. Et donc, on veut dominer, en fait. On veut être dans l'autorité, dans la domination, dans avoir raison. Et se dire, bah oui, mais les deux seront peut-être possibles. C'est frustrant de se dire, en fait, il y a peut-être plusieurs possibilités. Ou peut-être j'ai complètement tort. J'ai complètement tort, ouais. Alors là, c'est encore plus dur. Ouais, voilà. Mais ou bien même peut-être. Je suis passée à côté de la question. Ouais, je suis passée peut-être à côté de quelque chose complètement. C'est ça. Et moi, donc avoir raison, ça a toujours été quelque chose qui me tenait beaucoup à cœur pendant très longtemps. Maintenant, j'ai beaucoup travaillé dessus. Et en fait, je me suis rendu compte mais parce que pour moi, le couple, et je le répète 8 fois par jour, on est une équipe. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on rentre dans un débat stérile qui forcément va en frustrer l'un ou l'autre, je m'épose et je fais « Ok, écoute, on est une équipe. C'est quoi au final, en tant que couple, notre objectif? C'est manger. Est-ce qu'on est obligé de se battre pour savoir si on mange du riz ou des pâtes? Au final, c'est quoi? L'important, c'est qu'on mange. Donc, il faut juste se rappeler si on s'est mis ensemble, c'est pour se soutenir. C'est parce qu'à un instant T, on s'est trouvé plus fort à deux et qu'on avait envie de se construire tous les deux ensemble. Et donc, on prend juste 30 secondes de recul et on se dit « Ok, c'est quoi le plus important? C'est nous. » Parce qu'on n'a pas d'enfant pour l'instant, mais pour l'instant, le plus important, c'est notre épanouissement. Ce sera vous, mais plus grand. Voilà, exactement. Mais du coup, juste, en fait, on respire et on remet tout à plat sur la table et en fait, on se rend compte qu'on est une équipe et dans ce cas-là, peu importe la décision, l'important, c'est que ça aille au bon endroit, quoi. Le final, c'est qu'on mange, que ce soit des pâtes ou du riz, on s'en fout. Mais ça met, voilà, pour ça, il faut accepter de lâcher prise sur le fait d'avoir raison, le fait de… Le contrôle. Et moi, ça m'a demandé voilà, le contrôle, ça m'a demandé beaucoup d'efforts parce que j'ai toujours, je pense très vite, etc. J'ai souvent gagné un peu les débats, les choses comme ça. Et en fait, là, je me suis rendu compte que le plus important, c'est pas du tout de gagner les débats, on s'en fout. Enfin, l'important, c'est de créer un espace bienveillant où mon conjoint peut s'épanouir autant que moi.
Donc, forcément, si je me mets, comme tu dis, en mode attaque, défense et je vais te montrer qui c'est qui a raison, on n'est plus du tout dans la bienveillance et on n'est plus du tout dans l'épanouissement du couple. Et pour moi, en tout cas, ça a vraiment changé ma perspective. Mais il a fallu que moi, j'accepte de dire, OK, j'ai tort. C'est dur. Mais des fois, juste quand on sent que on commence à être en attaque, juste prendre 2 secondes, se poser, juste prendre 2 secondes, poser, prendre un verre d'eau et boire, juste pour essayer de faire redescendre, parce que une fois qu'on est lancé, bah voilà, on n'arrive pas à s'arrêter en fait, et donc c'est juste au moment où on sent que là, le ton est en train de monter là. il y a le ton monte. Hop, je vais m'arrêter 2 secondes, je vais boire un verre d'eau, ça va déjà moi me faire redescendre. Et peut-être du coup aussi en répercussion mon conjoint ou ma conjointe. Mais des fois, juste le temps de prendre 2 minutes de recul et même pas 2 minutes, juste prendre un tout petit peu de recul pour essayer de faire rediminuer un peu l'énergie qu'on est en train de mettre justement parce qu'on passe en mode attaque ou défense. Ouais. Et ça aussi, tu vois, je rebondis sur le contrôle et les choses comme ça. C'était aussi un des points que, tu vois, pareil, qui sont très mauvais pour l'épanouissement du couple, c'est tout verbaliser. Moi qui parle beaucoup, je parle beaucoup moins qu'avant. J'ai appris à me taire un petit peu et ça fait beaucoup de bien. Mais je sais que j'ai une tendance à tout verbaliser et du coup à verbaliser les petits agacements du quotidien, les trucs tout bêtes. Au mari, voilà. C'est la tasse qui n'est pas rangée là, mais qui est rangée là, alors que moi, dans ma tête, elle est rangée là. Ça me perturbe et je ne vais pas forcément le dire agressivement. Mais tu vas le dire et l'autre va l'entendre à chaque fois. Voilà. Et à côté, tu te prends au quotidien quelqu'un qui râle ou tout ça. Alors moi, je fais beaucoup de travail là-dessus parce que justement. Et c'est même pas forcément râler en fait. Ces personnes, elles ont besoin de mettre ça a besoin de sortir d'elles, donc elles vont exprimer. Elles vont dire la tasse, elle est pas au bon endroit. Le truc, la porte, elle est pas fermée. C'est pas grave. Mais là, tu vas le prendre comme une agression parce que c'est lui qui a laissé la tasse, c'est lui qui a laissé la porte. Mais la personne, quand elle dit ça, elle le dit même pas en mal. Bah, elle peut aussi rouspéter parce qu'elle est pas contente. Mais elle le fait pas forcément en plus en négatif, en voulant faire la morale à l'autre ou autre. Hein. C'est vraiment, ça sort tout seul. Et du coup, ça peut être très perturbant, d'autant plus si l'autre n'est pas du tout comme ça et ne comprend pas pourquoi il est toujours en train de râler ou de montrer du doigt les trucs qui sont pas faits, quoi. Ou pas faits comme. Mais ça, c'est le contrôle de son environnement qui est vraiment, quand on est dans le surcontrôle de son environnement, c'est hyper toxique pour le couple parce que l'autre va pas réussir à s'épanouir dans l'espace ou l'autre va, comme tu dis, le vivre comme des micro-agressions au quotidien qui vont vraiment miner. Et surtout, ce que l'on donne, on reçoit. On va pourrir l'autre. Ah, ça a coupé. Je t'ai perdu. Ah non, c'est moi qui ai coupé. Est-ce que tu m'entends? Ah, là, je t'entends. C'est bon, c'est revenu. Je ne sais pas si c'est moi qui avais bugué ou si c'est toi. Ah, bah, je ne sais pas. J'ai l'air d'être toujours connectée. Il écrit votre connexion est instable. C'est la mienne. Ah, pourtant, je suis à fond. Les aléas du direct. C'est ça. Donc, c'était. Je ne sais plus où on en était. Dans le contrôle. Oui, les micro-agressions. Et surtout, et le fait qu'on a le contrôle que de nous. Quand tu le dis comme ça, tu dis bah oui. Mais en fait, tout ce qu'on peut contrôler, c'est nous et comment on agit. C'est tout. Tu peux contrôler toi, tes réactions, tes pensées. Mais tu peux pas contrôler ce que l'autre va penser. Tu peux pas contrôler comment l'autre va le prendre, ce que tu vas dire. T'as pas de pouvoir sur ça.
Tout ce que tu peux contrôler, c'est toi, tes actions, tes pensées, ta réaction, ton positionnement, mais tu n'as pas de contrôle sur comment l'autre il va le prendre. Ouais. Mais Donc, c'est ça ne pour ça sert à que rien d'essayer de contrôler l'autre parce que de toute façon, c'est voué à l'échec. Ouais. Ce sera impossible. Tu peux avoir une influence autant positive que négative. Et moi, j'ai fait le choix d'avoir un maximum d'influence positive. En tout cas, j'essaye au quotidien, mais justement en limitant les petits trucs comme ça, de contrôle, de maniaquerie, de façon de faire que dans ma manière et c'est tout. Enfin, ce contrôle-là, alors moi, je donne toujours l'exemple du sociologue Jean-Claude Kaufmann, je crois, qui a écrit un livre sur les petits agacements du quotidien et qui est vraiment très intéressant parce que c'est un sociologue du coup qui étudie ces choses-là. Le bouchon de dentifrice pas remis. Comment ? Le bouchon de dentifrice pas remis. Ouais, voilà, c'est ça. Et moi, c'était surtout la façon de plier le linge qui m'avait marqué. Comment on peut s'engueuler sur la façon de plier le linge parce que nous, on a une façon de faire alors qu'il sèche très bien s'il est plié à l'envers, s'il est plié, tout ça. Et moi, ça m'avait fait écho parce que je m'étais déjà engueulée une fois, enfin engueulée, non, j'avais souligné le fait que le linge n'était pas bien étendu. Et en fait, non, il sèche pareil. Mais c'est des façons de faire d'un contrôle de ses actions, un contrôle de son environnement, j'ai appris comme ça, il faut que ce soit comme ça, parce que j'ai toujours fait comme ça. Et en fait, c'est ça qui fait du mal au couple, c'est quand on n'accepte pas aussi de se remettre en question et de lâcher prise sur certaines choses et certaines qui n'ont pas d'importance. En fait. Je trouve qu'on a du mal aussi, c'est accepter que l'autre, il teste. Dans le sens où, par exemple, imaginons pour ton linge, tu as déjà essayé plein de façons et là, tu as trouvé la meilleure. Alors, tu veux lui dire, bah tiens, fais ça, je t'assure, c'est la meilleure. Mais selon comment il fonctionne, il va pas forcément, voilà, il faut l'accepter qu'il essaye, puis après il essaiera peut-être ta façon, et là il verra la différence, et peut-être qu'il acceptera, ou bien peut-être qu'il trouvera que c'est exactement pareil. Mais et d'accepter que l'autre fasse ses propres essais, c'est propre, parce qu'encore une fois, tu pars d'une bonne volonté de vouloir l'aider, qui passe par un raccourci. Toi, tu as déjà la solution. Donc, tu as l'impression de l'aider, mais t'aides pas du tout parce que l'autre le vit plus comme imposer une façon que avoir une solution. Et du coup, ça brusque. On dit, ah bah si tu as décidé de c'était ça, bah moi je vais te prouver que c'est pas vrai. Et en fait, tu rentres dans une dynamique hyper négative, même si là, tu repars dans l'affrontement en fait. C'est ça, exactement. Sans forcément que ce soit aussi négatif et aussi agressif que ça, mais en tout cas, oui, c'est ça, c'est une technique d'affrontement de dire. C'est une dynamique. Exactement. Et c'est là que moi je me dis, ok, on est une équipe. Et c'est en fait, tu te repositionnes. Au lieu de t'opposer, tu dis, ah non, en fait, on est une équipe, on travaille ensemble. Ça sert à rien. C'est débile, cette confrontation. Mais il y a quelques années, je travaillais en Inde avec des jeunes. Et en fait, je coachais des jeunes pour l'utilisation de l'informatique. On leur apprenait l'anglais. Enfin bref, c'est un autre sujet. Mais justement, il y avait cette notion de apprendre sans faire pour les autres. Et là, pour moi qui avais toujours l'habitude que tout aille vite, que tout soit vite compris, etc., ça a été un très long apprentissage d'expliquer, d'inspirer, de montrer, mais pas de faire. Et ça m'a mis beaucoup de temps. Et maintenant, c'est vrai que j'essaye tout le temps de me dire, OK, comme tu dis, l'idée, c'est pas de... Enfin, on peut avoir une période d'apprentissage pour plein de trucs, pour la sociabilité, pour développer une compétence, pour tout ça. On a le droit de prendre le temps. Et moi, mon rôle, c'est juste inspirer, à la limite, montrer, guider, mais pas faire, en fait. Sinon, ça ne fonctionne pas. Comme tu dis, on rentre dans un conflit, quoi. Je pense qu'il y a plein de gens après le live, ils vont entendre ta petite voix en train de dire on est une équipe. Mais en vrai, faites-en une sonnerie de téléphone. On est une équipe. C'est hyper. Enfin, moi, je sais que au quotidien, c'est ce qui me rappelle le plus le rôle que je veux donner
enfin, le rôle que je veux me donner dans mon couple et le rôle que je veux donner à mon couple dans ma vie. On est là pour se soutenir, quoi. On n'est pas là pour se tirer dans les pattes, ça sert à rien, quoi. Enfin, des gens qui cherchent à nous rabaisser, il y en a suffisamment partout. Si en plus on en a dans le couple, on s'en sort pas, quoi. Du coup, je sais plus à combien j'étais, mais j'en sais rien, j'ai pas compté. Mais je sais que tu vois d'autres choses. Il y avait un dernier point qui me semblait hyper important dans l'épanouissement du couple, c'est faire des trucs ensemble. Faire des activités, en fait, avoir des projets en commun. Et pas juste des projets, acheter une maison, bon, ça peut aussi être ça, mais je veux dire même au quotidien, partager des choses ensemble, autant que séparés d'ailleurs. Je parlais du temps seul tout à l'heure parce que c'est hyper important de se créer, de rester une personne unique et de se créer, d'avoir des choses à raconter quand on rentre chez soi. Mais il faut aussi se créer des choses à deux, des projets, même si ça n'a aucune importance, que ça ne débouche sur rien, que c'est pas important au final le résultat. L'idée, c'est le moment. Quand lancé justement ce cercle de femmes et le groupe là, il y a un journal qui m'a contacté pour en parler. Donc sur Rouen, un journal féminin. Donc il a fallu le soir à 17h que je fournisse une photo un peu stylée pour exprimer, tu vois, le cercle, parce que jusqu'ici j'avais un truc un peu simpliste. On était 20, alors c'était pas important. Et en fait, donc mon conjoint qui adore créer des choses, je lui ai demandé s'il voulait bien m'aider. Et en fait, on a passé la soirée à travailler le visuel du groupe. Ça, je veux dire, je ne vais pas en tirer de l'argent. Lui, il va en tirer encore moins que moi parce qu'il ne fait même pas partie des échanges. Mais on a passé une soirée entière en plein couvre-feu, en plus, les moments où on se fait un peu chier en ce moment, à partager un truc qui nous a fait kiffer. On a oublié de manger. Il était 22h30. On s'est dit, mais où est passée la soirée? Et en fait, ça, on s'en rappellera. C'est tout bête, mais on se rappellera. En fait, tu te rappelles le jour où on est. C'est des souvenirs qu'on se crée comme ça. C'est des petits souvenirs qu'on se crée et même des choses anodines comme une balade. Des choses où il va pas forcément se passer un truc, je veux dire, vous allez pas faire une plongée sous-marine ou pas des moments waouh, mais juste aller se promener ensemble ou quoi, ça fait des petits souvenirs, des petits moments comme ça. Complètement. Et tu vois, j'y pensais parce que je crois que c'est Chloé, du coup, Chloé Bloom, qui en parlait dans son dernier podcast de faire des jeux ensemble, partager des choses. Et moi, ça a fait écho parce que je sais que nous, on n'a pas la télé. On n'a pas la télé. Là, c'est des trucs tout simples. Mais du coup, le soir, on est obligé de partager des choses. Je ne sais pas si tu m'entends bien. Si, je t'entends bien. Oui, d'accord, parce que ça m'a mis que ma connexion était instable. C'est bon. Donc, on n'a pas la télé parce que justement, c'est trop facile. Sinon, moi, je suis la première, je me cale devant la télé et c'est fini. Et du coup, on est obligé déjà de discuter quand on mange. C'est des choses bêtes, mais on discute quand on mange et on se pose la question, qu'est-ce qu'on va faire? Ok, on regarde une série. Du coup, on regarde la série tous les deux. Est-ce que j'ai envie de lire? Ah, ok, moi, je vais dessiner. Bon, voilà. Du coup, on fait des trucs chacun de notre côté, mais on est conscient. C'est un choix. En fait, on choisit nos moments ensemble, on choisit nos moments séparés, mais ensemble. Et on choisit les moments où moi, je sors, lui, il sort, et du coup, on est vraiment complètement séparés. Et faire des choses comme ça te redonne aussi le pouvoir de ton couple. Tu n'es plus dicté par juste le quotidien, la routine du c'est facile, je rentre, j'allume la télé et c'est plus simple, en fait. C'est plus simple. Non, c'est plus simple, mais un couple, ça se travaille, ça demande en tout cas, moi, ça demande de l'énergie, ça demande aussi d'en faire une priorité. Et donc, moi, je suis toujours, après, j'ai la facilité d'avoir toujours 1000 projets en cours. Donc ça, il n'y a pas trop de soucis pour venir avec des idées. On peut faire des puzzles, ça me va très bien. Mais c'est vrai que c'est, avoir des moments de qualité ensemble ou en tout cas choisir les activités consciemment, c'est hyper important. Et même juste le soir, juste après manger ou ça dépend comment on organise notre soirée, mais se poser la question et dire juste, tiens, on fait quoi ce soir?
Ça demande pas énormément de temps, juste on fait quoi ce soir. Mais par contre, de ne pas avoir d'attente derrière. Oui, voilà. Alors, soit on dit, on vient avec une idée. Voilà, sinon, il va te non, mais répondre, c'est exactement moi, je vais ça. aller faire mon truc tout seul. Et après, en plus, il peut y avoir des moments où je sais pas, moi, je vais vouloir faire un truc à deux et mon conjoint, il va vouloir dessiner tranquille. Il faut aussi savoir respecter ça. Je sais que lui est aussi très indépendant, a besoin de temps seul. Donc, parfois, j'accepte aussi que nos activités soient pas en commun. Mais parce que déjà, en ce moment, on est tout le temps ensemble, on télétravaille ensemble, on vit ensemble, on mange ensemble, on dort ensemble. Enfin, vraiment, et puis on est dans 50 mètres carrés, donc on se voit beaucoup. Donc, l'idée, c'est de savoir prendre du temps pour soi. Et du coup, les moments à deux, que ce soit des moments choisis, qu'on décide de les faire à deux. Et ça, je trouve que c'est hyper important. Et après, ça peut être regarder un film, ça peut être lire chacun de son côté, mais avoir le pouvoir de décision sur ces activités. Voilà. Bah, génial. Est-ce que tu vois d'autres choses que tu voudrais rajouter? Bah écoute, je crois que là, j'ai quand même pas mal blablaté. Tu as fait le tour. Je regarde juste si dans les questions, il y aurait dans les questions qu'on m'a posées, s'il y aurait d'autres choses, qu'il n'y aurait pas les réponses dans ce que tu as dit. Mais je pense qu'on a fait le tour sur le bien-être, sur ne pas avoir d'attente vis-à-vis des autres. C'est un peu à peu près tous les problèmes. Il y avait quelqu'un qui disait comment faire pour dire les choses sans blesser l'autre. Ça, je pense que c'est déjà peut-être dans la façon de le dire, mais tu ne peux pas contrôler de toute façon ce que l'autre va ressentir. Et si ça a besoin d'être dit, j'ai envie de dire, t'es un peu et accepter que l'autre puisse aussi mal le prendre. C'est exactement ça. J'aurais dit la même chose, le dire de manière bienveillante, c'est-à-dire ni avec un ton agressif, ni sur le ton du reproche, et vraiment dans l'idée, avec l'objectif de faire grandir ton couple et de l'amener à un meilleur endroit, en tout cas, voilà, un couple plus épanoui. À partir du moment où tes intentions sont bienveillantes, tu ne peux pas, comme tu dis, contrôler la réponse derrière. Si la personne s'énerve, malgré que ton message soit bienveillant, parfois difficile à entendre, hein, il y a des choses qui ne sont pas agréables, mais si la démarche est de faire grandir ton couple et que tu as quand même une réaction agressive ou quoi que ce soit derrière, ce n'est pas ta responsabilité. Et dans ce cas-là, c'est peut-être expliquer à l'autre que c'est à lui aussi ou à elle de prendre sur soi. On ne peut pas être tout le temps tout seul à faire des efforts. Puis peut-être lui laisser le temps aussi de digérer l'information. Parce que des fois, on peut avoir une réaction sur le coup. Et en fait, c'est parce qu'on répond parce qu'on se sent agressé par la phrase. Et finalement, quand on y réfléchit après, c'est différent. Mais en tout cas, si on le garde et qu'on le dit pas, à un moment, ça va sortir et ça va sortir au mauvais moment. Et pas de la mauvaise manière. Oui, pas de la façon bienveillante. Généralement, si on le garde pour nous, généralement, ça va être ça explose. Mais c'est pour ça que c'est pour moi le mot bienveillant remet tout. Tu vois, on est une équipe et on est une équipe bienveillante. Je trouve que c'est ce qui permet de faire avancer. Ouais. Si celle-là, mon mari n'a pas beaucoup de gestes tendres envers moi, j'en ai besoin, mais je sais pas comment lui faire comprendre. Alors. Ouais, très bonne question. Alors ça, c'est les besoins affectifs, les besoins d'amour, etc. C'est une grande question qui se pose, je pense, dans tous les couples. Et là, il y a le livre un peu référence dans le domaine qui s'appelle Les 5 langages de l'amour de Gary Chapman, je crois. Je voulais le lire pour le live, il n'était pas disponible sur ma tablette. Sur ma liseuse. Ah mince. Écoute, je vais t'en faire le petit résumé des moments les plus importants. En gros, chaque personne, il existe 5 langages
langages de l'amour qui sont, alors attends, il faut que je m'en souvienne, je les ai notés, je crois, quelque part, qui sont, ah oui, là, donc les paroles valorisantes. Donc ça peut être les compliments, reconnaître, tu vois, quand ton partenaire fait quelque chose de bien ou l'encourager, le remercier, enfin voilà, tous les mots un peu sympas. Dans le couple, tu as les moments de qualité. Donc ça, c'est être ensemble et être vraiment ensemble, pas sur ton téléphone, pas en faisant autre chose, vraiment accorder des moments de qualité et des activités de qualité. Les cadeaux, bon, voilà, ça peut être aussi bien matériel que. Cadeau, ça veut pas dire cher. Cadeau, ça veut dire la petite attention au quotidien, laisser un petit, je sais pas, une petite fleur parce que vous en aviez parlé la veille ou sortir un livre qui était inaccessible quelque part. Une surprise, quoi. Voilà, c'est ça, une petite surprise. Tu as les services rendus. Donc là, c'est vraiment tu as plier le linge quand il est sec, parce que généralement, c'est toi qui le fais, je veux dire. Ça peut être faire le café alors que personne te le demande. Enfin, voilà. Et tu as le toucher physique. Donc, ça peut être le toucher. Enfin, voilà, les câlins, les caresses, les bisous, tout ce qui est physique. Et en fait, la majorité des couples qui n'arrivent plus à être épanouis et qui ne s'épanouissent pas, c'est parce que le langage n'est pas le même. Au début, on parle tous plus ou moins le même langage. Généralement, il y a beaucoup d'attention physique, sexuelle et des mots, des compliments et tout, parce qu'on est dans la séduction et que c'est un langage assez... et puis les mots, en fait, tous les langages sont présents généralement au début dans une relation. On passe des moments de qualité, on fait des petits cadeaux, des petits... voilà, on donne tout dans les 2 premières années et après, ça commence à se gâter parce que c'est pas forcément naturel pour tout le monde de parler les 5 langages. Et au final, en fait, c'est pour ça que c'est aussi hyper important de se connaître, c'est que quand tu sais quel langage toi tu parles, donc de quoi tu as besoin, déjà tu peux l'exprimer, tu peux le dire, voilà, bah moi j'ai besoin des câlins, des bisous, j'en veux tous les jours. J'espère que vous avez la chanson maintenant en tête. Donc, tu peux avoir voilà, besoin, donc tu peux exprimer plus facilement et surtout, tu peux comprendre comment l'autre t'aime. Parce que généralement, tu donnes ce que tu aimerais recevoir. Et donc, dans ces cas-là, tu vas être très tactile, etc. Alors que pour l'autre, peut-être qu'il est ou qu'elle est beaucoup plus réceptif au cadeau. Et du coup, tu vas pas comprendre pourquoi il te dit jamais que tu es belle, mais qu'il te fait des cadeaux et que voilà. Mais parce que c'est son langage et c'est cette manière-là. Donc en fait, peut-être que en effet là, le conjoint n'est pas très tactile, c'est pas naturel pour lui. Si tu lui expliques en disant alors moi j'ai besoin de ça, je remets pas en question ton amour, je sais que tu m'aimes, parce que généralement on dit tu m'aimes pas parce que tu fais pas ce que. Et puis généralement on voit pas les autres langages du coup, surtout si ça ne nous touche pas vraiment, on va pas trouver ça, on va pas trouver que ça fait partie des gestes d'amour en fait. Et lui il va avoir plutôt l'impression de faire déjà les autres trucs, donc c'est bon. Et puis tu vas te retrouver à dire mais je m'en fous de ces cadeaux, il est jamais là. Alors que au final, pour lui, les cadeaux, c'est hyper important et les moments de qualité, peut-être un peu moins, ou les câlins, un peu moins, ou c'est pas sa manière de communiquer. Et dans ces cas-là, moi, je voudrais insister aussi sur quelque chose. On peut faire des choses dans un couple qui ne sont pas naturelles et ça ne veut pas dire que c'est mal. Je veux dire, on prône toujours dans le couple la spontanéité, le fait que ça vienne vraiment de la personne. Et, j'adore, je sais pas, j'aimerais tellement qu'il aime me faire des câlins, etc. C'est pas grave si cette personne, en fait, si son conjoint se force, entre guillemets, à te faire un câlin, si l'objectif est de te faire sentir mieux. C'est pas grave de planifier. Si on sait, par exemple, que son conjoint est hyper réceptif aux compliments, de planifier, se dire, OK, 1 fois par jour, je lui fais un compliment. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas penser je te trouve trop beau.
ça veut juste dire que tu n'aurais pas pensé à le faire parce que c'est pas ton langage. Donc, ça n'enlève, enfin, au final, si tu le fais, ton conjoint va être content parce qu'il va se sentir valorisé, parce qu'il aura ces paroles qui sont si importantes pour lui. Toi, ça va te demander 12 secondes de réflexion parce qu'au final, tu le trouves trop beau, donc c'est pas grave de lui dire, mais il faut juste te le rappeler. Et ça va être pareil dans les deux sens. Et je pense que la spontanéité, c'est bien dans les premières années d'un couple, c'est facile, c'est tout ça. Au bout d'un moment, quand il y a la routine, quand il y a des enfants, quand il y a un rythme qui s'installe, la spontanéité, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on est dans son confort. Et il faut aussi dédramatiser le fait que tout ne soit pas spontané, naturel. On peut faire des choses dans l'optique de faire plaisir. Ça me fait penser à une amie, elle se reconnaîtra si elle regarde ce live. Elle a besoin justement de ces moments à deux, beaucoup plus que son mari. Enfin, elle l'exprime beaucoup plus que son mari. Je ne sais pas si il s'exprime pas, donc je ne sais pas sur ce sujet-là en public. Je ne sais pas s'il lui en avait beaucoup besoin. Mais du moins, au début, je pense qu'elle attendait que ça vienne de lui de trouver, de planifier ces moments-là. Et maintenant, elle a compris que si elle attend, elle peut toujours attendre. Donc, du coup, elle organise. Il est très content d'y participer et de faire ces moments-là. Par contre, elle organise le truc. Elle lui dit, bah tiens, ce week-end-là, on va faire ça, on va faire ça. Comme ça, là, elle prend les devants sur ce besoin qu'elle a. Et finalement, ils passent un très bon moment ensemble. Mais elle a arrêté d'attendre parce que normalement, s'il aime, bah, il devrait penser à trouver des moments et planifier et que ça vienne de lui, etc. Et je trouve ça, mais c'est exactement. Voilà, je trouve que ça correspond à ce que tu viens de dire. Parce que tu ne peux pas dans un couple avoir tout magiquement parfait. C'est pas possible. Déjà parce que tu es humain, donc forcément toi, tu as des défauts, forcément l'autre a des défauts, et en plus des façons de communiquer, et vous n'êtes pas forcément sur la même longueur d'onde à chaque fois, ce qui est normal. Donc si tu attends que l'autre devine ce dont tu as besoin, alors que toi-même, des fois, tu ne le sais pas, que tu attends qu'il y réponde, alors qu'en plus, tu as des attentes, et quand il te fait un compliment de « t'es jolie », au final, tu vas réagir du « bah ouais, mais tu ne me l'as pas dit hier ». En plus, bon, bah, toutes ces choses-là, ça ne crée pas un bon espace. Ce n'est pas un espace épanouissant ni pour l'autre ni pour soi. L'idée, en fait, il ne faut pas avoir peur de communiquer sur ses besoins. Et ce n'est pas grave si tout n'est pas entièrement naturel. L'idée, c'est de trouver votre équilibre. Moi, je sais que, par exemple, dans mon expérience, j'étais beaucoup en couple jusqu'à 2 ans à peu près. Généralement, mes couples duraient 2 ans. Enfin, j'étais en couple jusqu'à mes 2 ans, mais mes couples duraient 2 ans. Et j'avais l'impression d'arriver un peu à un point de oui, bon, bah, c'est bon, on se connaît, c'est sympa, on s'amuse bien, fini. Et là, la différence dans mon couple actuel, c'est que je me rends compte que ça fait 1 an et demi ou quelque chose comme ça, c'est assez récent. Et j'ai trop hâte d'avoir toute cette marge de progression. C'est-à-dire que je suis consciente qu'il y a encore beaucoup de choses sur lesquelles il faut qu'on travaille et j'ai hâte qu'on progresse ensemble, qu'on avance ensemble sur ces points-là. Et je ne pars pas du principe que au bout de 6 mois de relation, ça y est, tout doit être calé parfaitement, etc., etc. Pas du tout. Il faut accepter qu'il y ait des choses qui ne soient pas encore raccords et qu'ils ne le seront peut-être jamais. Et puis en plus, on évolue aussi au fil des années. Voilà, on n'est pas les mêmes qu'il y a 10 ans, on ne sera pas les mêmes peut-être dans 5 ans, on ne sera pas du tout différents. C'est ce que je disais par rapport au développeur personnel. Rien qu'en 1 an, j'ai changé pas mal de choses, donc je suis plus la même qu'il y a 1 an, etc. Et donc, pareil, les êtres humains changent comme ça tout le temps. Et donc, forcément, il y a peut-être des ajustements à faire à chaque fois. Mais à partir du moment où on a pris conscience justement de ces schémas-là, je trouve que quand on voit qu'il y a un souci, c'est plus facile de se remettre en question et de se dire « Ah, il y a peut-être eu un problème de communication ou il y a eu de la compréhension quelque part ou Ah, je vois que ça me touche, il y a quelque chose derrière, il faut que je regarde ce qu'il y a. » Une fois que tu as compris ces trucs-là, tu es moins dans tout de suite de l'attaque, de la défense, de l'automatique en fait. Et c'est beaucoup plus facile, je trouve.
Ah bah, tout à fait. C'est vrai que quand tu commences à faire un travail sur toi, ça change absolument tout. Et généralement, c'est mieux si les deux personnes du couple font ce travail parce que sinon, tu vas te confronter à un mur. Plus toi, tu te comprends et tu comprends ta façon de penser, plus moins tu vas tolérer derrière justement tout ce sur quoi tu travailles. Donc, c'est un travail bénéfique à tous au final. Si tu l'amènes bien dans le couple, ça peut vraiment amener à être plus fort et à prendre du recul, comme tu disais, et à moins être dans l'automatique, dans la réponse animale, entre guillemets, à quelque chose, quoi. Donc voilà, je pense que ça fait un petit moment qu'on est en ligne. De rien, Ario, qui remercie pour l'intervention, qui dit que c'était très intéressant. Donc, je pense qu'on va clôturer parce qu'il est déjà midi et je commence à avoir faim. Moi aussi. Merci pour ta participation. C'est génial. J'ai appris plein de choses. Alors, est-ce que tu peux revenir un peu sur ce que tu conseillerais, comme si on veut aller plus loin justement sur cette idée en développement personnel de s'épanouir dans le couple? Est-ce que tu aurais des supports à conseiller, des livres, des podcasts ou autres? Alors, moi, je suis rentrée dans le développement personnel par la philosophie à l'origine, et notamment la philosophie stoïcienne. Donc, le stoïcisme, qui est justement tout ce qui est prendre du recul, ne pas prendre les choses personnellement, ne pas se laisser dicter par ses émotions. Donc, pour ça, il y a une vidéo YouTube d'une chaîne qui s'appelle Le Précepteur. Le stoïcisme, la chaîne, enfin la vidéo s'appelle Le stoïcisme, et ça. Moi, j'ai trouvé que ça expliquait quand même très bien une belle façon de penser. Après, tout n'est pas forcément bon à prendre. Enfin, en tout cas, pour moi, comme dans toute philosophie, tu prends ce qui t'intéresse. Donc, c'était un bon premier pas. Ensuite, en continuant dans les livres, il y a tous les livres de Frédéric Lenoir, mais notamment, moi, mon livre que j'ai d'ailleurs affiché absolument partout dans mon appartement, que j'ai imprimé et que j'ai affiché partout, c'est L'âme du monde de Frédéric Lenoir, qui est un tout petit bouquin. Je l'ai là, tout petit. Il fait exactement 140 pages et c'est une merveille de sagesse, ce que moi je vais appeler sagesse, spiritualité, développement personnel. C'est extrêmement simple à lire. Et sinon, du coup, il y a les livres de Jean-Claude Kaufmann qui sont pas mal aussi, donc notamment ceux sur les petits agacements. Et là, en ce moment, je suis en train de lire Pas envie ce soir sur le consentement dans le couple, le consentement sexuel dans le couple, qui permet aussi de remettre certaines choses à sa place. Ça fait aussi partie de l'épanouissement personnel. On n'en a pas du tout discuté, mais c'est aussi quelque chose. Voilà, c'est ça. Mais c'est hyper important. Mais c'est vrai que c'est une belle piste aussi à explorer. Et sinon, en podcast, j'écoute assez peu sur le couple. Développement personnel en général, il y a les classiques Chloé Bloom, que j'aime beaucoup. Tout ce qui est sur la philosophie en général, je trouve que la philosophie a vraiment les bases du développement personnel. Donc voilà. Et voilà, je regarde si j'ai rien oublié, mais pour l'instant, il me semble que c'est à peu près tout. Et les échanges. En fait, au final, je suis beaucoup plus dans les échanges avec d'autres personnes. Tu vois, là, toute notre discussion pendant 1 heure, ça m'a soulevé plein de choses. Tu as fait des réflexions hyper pertinentes où je me suis dit, mais oui, mais tout à fait, hyper important de réfléchir là-dessus. Donc, plus que les podcasts, les discussions. C'est pour ça que c'est le cercle des femmes, comme tu fais, c'est super intéressant aussi de voir les situations des autres, de se repérer dans ce que les autres font, de voir aussi qu'il peut avoir un point de vue totalement différent, parce que si on a parlé dans le couple qu'on fonctionnait différemment, mais dans un cercle de femmes, les femmes vont pas forcément toutes fonctionner pareil, et donc vont plus comprendre par exemple le point de vue de notre conjoint que le nôtre, parce qu'il fonctionnera comme ça. Et je trouve ça super intéressant, par l'expérience des autres, de comprendre un peu les différents points de vue, où des fois c'est plus facile de se rendre,
même si on a le même comportement, quand c'est quelqu'un d'autre qui le dit, de voir là où, ah, ouais, t'aurais pas dû, tu devrais pas faire ça ou quoi. Quand c'est nous qui le faisons, on se rend pas compte. Et quand c'est quelqu'un d'autre qui le dit, quand tu l'entends, tu te dis, ah ouais, non, ouais, je vois Quand tu le. prends du recul, en fait. Voilà. Voilà. Et là, c'est vraiment l'objectif, hein, les cercles de femmes, c'est échanger. Il n'y a aucun jugement, c'est hyper bienveillant, forcément. Et l'idée, c'est juste, en fait, s'enrichir mutuellement de nos expériences, de tout ça. C'est pour ça aussi que j'essaye de développer avec des interventions, tu vois, de personnes qui viennent parler de. Alors, moi, j'ai aussi un côté un peu entrepreneuriat. Donc, l'entrepreneuriat, se mettre à son compte, se développer personnellement, le lâcher prise, enfin, tout le voyage, toutes ces choses-là. Et c'est vrai que ça nous enrichit énormément et c'est en tout cas ce que et surtout mettre des personnes en lien entre elles. Tu vois, il y a des personnes qui lancent des podcasts et bah pouvoir les faire partager à d'autres parce que ça va faire écho. Enfin, moi j'adore, je trouve ça génial. Bon, Voilà. voilà, je vais essayer de remettre tout ça dans la description de la vidéo. Et bah, je te souhaite une bonne après-midi et une bonne après-midi à tous. Bah, merci à toi Et je vous et dis à à bientôt. bientôt. Salut. Salut! Alors.